Bonjour, je suis Wilfried Ekanga et je souhaite réagir à la récente vidéo de la grande sœur Nathalie Yamb suite à l'assassinat de Martinez Zogo. C'est une vidéo que j'ai longtemps attendue, que j'ai appelée de mes vœux. J'ai exhorté la grande sœur à faire une grosse vidéo justement sur ce sujet et beaucoup d'autres l'ont fait également. Ce qui fait que je n'aurai pas la prétention d'affirmer que c'est parce que je l'ai demandé que Nathalie a fini par la faire. J'ai regardé cette vidéo et je me réjouis en tout cas déjà sur le fait qu'elle ait été réalisée. Je concède à la grande sœur Nathalie que sur un sujet donné, elle n'ait pas envie de s'exprimer immédiatement parce que, ne possédant pas éventuellement tous les éléments, je concède qu'il ne faut pas céder à l'émoi de l'instant, je concède qu'il ne faut pas suivre la masse. Cela dit, même dans les plus hautes sphères de la politique, il y a ce qu'on appelle des réunions de crise. À la télévision, on a des éditions spéciales quand il y a un événement d'une ampleur particulière qui suscite une consternation, un ahurissement et une stupéfaction au-dessus de la normale. Ce qui fait que le cas Martinez-Zogo fait partie de ces cas particuliers-là où, si on avait l'habitude de se réunir le jeudi, on se réunit le vendredi également, même si hier, jeudi, on était déjà réunis parce que il y a un cas particulier, il y a une catastrophe qui est survenue, donc ce vendredi-là. Donc, le cas Martinez-Zogo, de mon point de vue, imposait une réaction prompte à tout le monde, une réaction grosse à tout ce qui possède une audience susceptible de faire bouger les lignes. L'intérêt justement de se manifester le plus tôt possible consistait à garder à l'esprit que les malfrats qui ont assassiné Martinez-Zogo, ce sont des gens qui ont la possibilité de se soustraire à la justice. Ils peuvent quitter le pays, ils peuvent camoufler les preuves, ils peuvent corrompre les autorités judiciaires chargées de l'affaire. Bon, le but, le bien fondé, d'inciter tous ceux qui peuvent, tous ceux qui ont une force de frappe considérable et tous ceux qui ont une puissance d'audience similaire à celle de Nathalie, l'idée de les mobiliser, c'était que plus on est nombreux, plus la pression est grande et plus justement les crétins qui ont tué Martinez ont du mal à se faciliter la vie, à déserter ou à mettre sur pied des mécanismes leur permettant d'échapper à la juste sanction qui les attend. C'est pour ça que nous avons déploré le retard, le très grand retard, c'est quand même 4 semaines, d'une vidéo comme celle-là. Je concède à la sœur Nathalie que même dans le cas où la France a exprimé son souhait de ne plus la voir fouler son territoire, elle n'a pas réagi immédiatement, elle a réagi après un mois. Je prends donc conscience que ce n'est pas un cas isolé et que ce n'est pas lié à une quelconque couardise sur le cas Martinez, mais je maintiens, je soutiens et je souligne qu'il aurait fallu contribuer à cette pression-là de manière forte, de manière ouverte comme à son habitude sur les cas de la Côte d'Ivoire, de la France, etc. Parce que n'eût été la pression qu'on a mise, nous ne sommes pas naïfs, ce n'est pas la magnanimité de Paul Biya qui a ouvert le dossier, non, c'est parce qu'on a alerté la terre entière, c'est parce qu'on n'a pas lâché prise, c'est parce qu'on a fait le Bayern Munich. J'avais promis à ceux qui me suivent que en regardant le match PSG-Bayern, ils verront ce qu'est une pression qui permet justement de museler, d'empêcher l'adversaire de se soustraire à la loi, à la justice, à la société et à ce que nous revendiquons comme état de droit. Si on ne s'était pas mobilisé dans de telles proportions, ça aurait été compliqué. Donc c'est une erreur de mon point de vue de ne l'avoir pas fait, chère sœur Nathalie, ou de ne l'avoir pas fait dans les proportions habituelles. Maintenant, je suis très ravi sur le contenu de la vidéo, je suis ravi du constat qui est fait de l'état des lieux, de la description qui est faite d'un Cameroun en décrépitude, qui est gangréné par la violence, souvent la violence des temps, par la corruption, par le tribalisme, par la prévarication des fonds publics. C'est un beau tableau qui a été dressé et j'aime aussi l'allusion que vous avez faite
au SGPR sans le nommer, Ferdinand Gongo. Moi, je le nomme parce que je prends sur moi de le nommer parce que sans langue de bois aucune, j'assume mes propos de la même façon que j'assume que les assassins de Martinez sont parmi ceux qui ont été actuellement arrêtés et qui sont auditionnés par les autorités judiciaires compétentes. D'ailleurs, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Vous avez d'ailleurs vous-même parlé de la guerre des clans qui gangrène le pays et dont justement Martinez a fini par être la victime, puisque vous l'avez présenté comme l'électron qui justement voltigeait d'un clan à l'autre et qui se trouvait cette fois-ci au mauvais endroit, au mauvais moment où, pour les intérêts du clan d'en face, il a été assassiné. Donc tout le monde sait ceux qui les ont assassinés. Tout le monde sait que dans cette guerre de pouvoir, on a dans le clan du SGPR Ferdinand Gongo, le clan du ministre de la Justice Laurent Esso, et du ministre des Finances, Louis-Paul Montazé. Ce sont des portes ouvertes qu'on enfonce. Donc, tout le monde le sait, et j'ai bien aimé dans le portrait que vous avez dressé. C'est le Cameroun que nous fustigeons tout le temps. C'est ce Cameroun-là qui tue autrui pour des intérêts supérieurs, pour des intérêts narcissiques. Et au milieu, évidemment, vous avez situé un voyou que les bienfaits du pouvoir ont rendu milliardaire par on ne sait quel miracle. Monsieur Jean-Pierre Amogo-Belinga qui, voilà, justement se retrouve à commander aux autorités policières, commander aux autorités diplomatiques sans qu'il ne possède la moindre fonction régalienne parce qu'un État voyou crée des voyous. Donc, l'état des lieux que vous avez dressé, il est très bien. Et aussi la description que vous avez faite de Martinez Zogo, enfin de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est assez, voilà, c'est assez illustratif. C'est assez exhaustif de ce qui lui est arrivé, la manière bestiale dont, avec laquelle il a été assassiné, mutilé, charcuté, la façon dont il a été jeté comme un animal, avec l'arrogance d'une horde de voyous en cravate qui voulait montrer à la population que regardez ce que nous sommes capables de faire. Si vous tentez de vous dresser contre nous demain, le même sort vous sera réservé. Dans ce tableau-là également était juste. Et comme je viens de le dire, il montre que tout le monde, finalement, est conscient de l'identité de ceux qui ont assassiné Martinez et que bon, on fait semblant, on bifurque et tout. Ce qui me permet donc de souligner que l'intérêt de la pression que nous avons mise, qu'il faut continuer à mettre, c'était que justement ces gens-là ne puissent pas s'y échapper. Donc actuellement, il y a d'autres gros poissons que nous avons en ligne de mire et qui doivent tout autant finir derrière les barreaux. Même Ferdinand Gongo, que vous avez évoqué avec les 185 milliards de fonds Covid, n'a rien à faire en liberté et ce n'est pas le cas Martinez qui va nous faire perdre notre lucidité et oublier que même ceux qui sont en train de mener l'enquête, parmi ceux qui mènent l'enquête et parmi ceux qui voilà, parmi ceux qui conduisent les opérations de détention également actuellement, il y a des gens qui eux-mêmes ont toute leur place au secrétariat d'État à la Défense, qui ont toute leur place à Kondengui. Donc voilà. Ainsi dressé, le portrait global avec lequel je suis plus ou moins d'accord avec vous, si on fait abstraction du timing à mes yeux tardif, je vais quand même souligner quelque chose qui, de mon point de vue aussi, n'avait rien à faire là. C'est-à-dire, vous n'aviez pas besoin de faire des éloges à Paul Biya, ou du moins de lui accorder une quelconque largesse, parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit, ce n'était pas nécessaire. Le Cameroun n'est pas attaqué par des forces obscures de l'extérieur. Dans ce contexte, le Cameroun a été vampirisé par une horde de buveurs de sang à l'intérieur de son propre territoire. Donc c'est de ça qu'il est question. Il s'agit de l'éco-frais et évidemment en parallèle on peut gérer les impérialistes qui veulent du mal à l'Afrique, mais ce n'est ni l'endroit ni le moment de faire des éloges ou des descriptions laudatives à Paul Biya. Maintenant sur Paul Biya, pour concrétiser un peu l'observation que je viens de faire, pour que ce ne soit pas dans l'abstraction. Vous avez parlé de sa vieillesse et de son incapacité. Bon, s'il faut parler de Paul Biya, en tout cas sur ce point-là, ce n'est pas contestable. Nous sommes toujours offusqués de ceux qui disent que Paul Biya est un patriarche qu'on doit respecter et tout, mais qui nous disent en même temps qu'il est encore assez jeune pour conduire, pour présider aux destinées des Camerounais. Je trouve que c'est une absurdité d'avoir un vieillard de 90 ans qui dit qu'il détient l'avenir d'une population dont la moyenne d'âge est de 18 ans. C'est une incongruité sans nom
Voilà, c'est impossible. Le Cameroun doit être guidé par des gens plus jeunes. Et à défaut, si vous êtes vieux, entourez-vous au moins de jeunes gens qui peuvent vous conseiller, qui peuvent, voilà, comme certains leaders politiques au Cameroun justement le font, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent faire des suggestions, qui sont le porte-étendard de votre programme politique et qui le présentent à la jeunesse et auquel la jeunesse s'identifie. Donc, oui, il est vieux et voilà, autour de lui, vous avez donc décrit cette horde de tueurs, d'assassins, de prévaricateurs, voilà, et de mafiosi qui, pour des règlements de compte personnels, ôtent la vie à leurs concitoyens. Cependant, vous avez oublié, s'il faut parler de Paul Biya, vous avez oublié que c'est en fait lui le chef de gang. Il est l'instigateur principal de cet état de fait-là. Le Cameroun est une république bananière à cause de son incompétence et même si il a instruit une enquête sur Martinez, Zogo, etc., nous n'allons pas oublier qu'en aucun moment il est un personnage à citer comme exemple quelque part. Et surtout, Paul Biya n'a jamais tourné le dos à la France. C'est une hérésie analytique qu'il ne faut pas diffuser, il ne faut la propager nulle part parce qu'elle n'est pas vraie, il n'a pas tourné le dos à la France du tout. Lorsque le grand dialogue national a eu lieu au Cameroun, Paul Biya n'a pas consulté ses concitoyens, il est allé voir Emmanuel Macron, il a initié un dialogue national dans son pays, il n'a pas discuté avec ses compatriotes, y compris, enfin, dedans les anglophones qui précisément revendiquaient une reconsidération de leur statut, mais il est allé en France rendre compte à Emmanuel Macron du grand dialogue national. Il en était fier d'ailleurs, il nous l'a dit à la télévision. Lorsque Emmanuel Macron était au pays, il a serré la main à Franck Biya, il a été présenté Franck Biya à Emmanuel Macron de la même façon que Mahamat Idriss Déby était installé par Emmanuel Macron Mahamat Idriss Déby au Tchad. Ça fait que si vous avez l'impression que le Cameroun signe maintenant des accords de coopération avec la Russie, ce n'est pas parce que Paul Biya a une vision d'avenir pour son pays, le Cameroun. Non, il est juste en train de jouer des cartes, il est en train de jouer des coudes pour avoir plusieurs têtes d'oreiller sur lesquelles il peut s'appuyer au cas où ça tourne mal avec la France. Il peut utiliser la Russie comme un tremplin pour conserver son pouvoir ou le pouvoir de son fils qu'il pressent évidemment comme successeur. Donc Paul Biya, rien n'a changé dans sa logique. Il n'est pas sorti du franc CFA. Regardez le dynamisme qu'on a au Burkina Faso avec Ibrahima Traoré, au Mali avec Assimi Goïta, avec Monsieur le colonel Doumbouya en Guinée, Conakry, où vous voyez dans ces pays-là une réquisition progressive des réserves d'or pour asseoir une monnaie qui vient justement et qui pourra leur permettre de se détacher du franc CFA. On n'a rien de tel au Cameroun, rien du tout, rien de chez rien. Le Cameroun est sous le joug du franc CFA qui a de beaux jours devant lui et qui sous Paul Biya n'a aucune chance de disparaître, sachant que l'économie de nos pays africains est à genoux à cause de cela. Vous voyez que pendant que dans cette France-ci, qui fabrique notre monnaie, mais qui définit le taux d'intérêt, le taux de prêt, d'emprunt qu'on peut justement, dont on peut bénéficier quand on est un opérateur économique. Dans cette France-ci, on peut avoir des prêts, on peut emprunter auprès de la banque commerciale à 100% du produit intérieur brut. Le PIB de la France actuellement avoisine les 2900 milliards d'euros. Et la dette française aussi avoisine les 2900 milliards d'euros. Donc, c'est possible de s'endetter, mais la France qui fabrique notre monnaie nous dit que non, nous, on va museler l'endettement, l'emprunt. Les banques commerciales sont interdites de dépasser le seuil des 25%, et ça fait que, voilà, les opérateurs économiques n'ont pas la possibilité, et encore que ceux qui ont même la possibilité de bénéficier de crédits pour essayer de faire fonctionner leurs entreprises, ce sont déjà des personnes préétablies, des fils de, ou encore même les mêmes entreprises françaises qui se couvrent d'une identité camerounaise. Et Paul Biya entretient ce système dont, évidemment, non, il n'a jamais tourné le dos à la France. Le but de l'économie fixé par la France en Afrique, c'est de contenir l'inflation et non de stimuler la création de la richesse. Pourtant, dans ces pays-ci, on va très loin dans l'inflation, ce qui permet au pays de fonctionner. Donc, dans le sillage de la prévarication monétaire, il y a les transactions même avec l'échange quotidien.
Orange Money, c'est le principal pourvoyeur de transactions financières au Cameroun et il détient à lui tout seul devant MTN 70% des parts de marché. Ça fait 800 milliards de francs CFA le mois, ce qui nous amène à 9600 milliards de francs CFA par an. C'est supérieur au budget de l'État du Cameroun qui est à peu près de 5000 milliards en moyenne chaque année, c'est quasiment donc le double. Et imaginez les parts que Orange, enfin en fonction des parts qu'il recueille dans ses transactions, imaginez les milliards qu'il engrange chaque année à lui tout seul, c'est-à-dire il tutoie littéralement un tiers du budget national pour une petite compagnie. Je ne parle pas des Carrefour, des Bolloré et des Razel qui continuent d'avoir pignon sur eux chez nous et ces entreprises-là qui nous ont fabriqué un pont à Douala juste à côté du précédent. Donc non, Paul Biya n'a pas tourné le dos à la France. La raison pour laquelle le Cameroun souffre de la crise anglophone, que vous avez d'ailleurs évoquée aussi, vous avez parlé de Garbo, nous sommes précisément le 16 février, c'était le 14 février 2019, les meurtres de la Saint-Valentin, comme je les ai appelés, où un village a été incendié, vous avez le drame de Kumba, etc. Vous avez tout type de massacre, vous avez Florence Ayafa, vous avez des Ambazoniens qui ont tué, vous avez des militaires qui ont tué, en fait des Camerounais qui ont tué des Camerounais à cause de Paul Biya, parce que la crise anglophone émane du refus par Paul Biya d'accorder justement une législation autre à ces régions du nord-ouest et du sud-ouest qui, eux, ont historiquement une idéologie différente. Ils ont une législation imprégnée de la common law, venant de Londres, le système britannique d'autrefois, l'administration indirecte, et donc, depuis les années 93 de la France ayant implanté le système OHADA dans une dizaine de pays en Afrique au sud du Sahara, les pays francophones notamment, et les pays donc qui utilisent le franc CFA, si on fait abstraction de la RDC, cette France-là a voulu donc implanter ce système-là aussi au Nozo, et cela s'est heurté au refus des populations locales qui en plus se sont plaints que non seulement les textes sont en français, mais encore les enseignants qu'on envoie là-bas pour dispatcher les cours maîtrisent à peine l'anglais. Ils ont considéré que c'est une déconsidération de leur personne et le ministre de l'enseignement supérieur de Paul Biya s'est réjoui en disant que c'est bien comme Paul Biya envoie son armée, la balle est tabassée, en quelques jours ce sera réglé. C'est cela qui a radicalisé les Camerounais et ils se sont donc lancés dans une guérilla à la Che Guevara pour dire que à partir de maintenant, nous on est ambazoniens, on veut sortir de la République. Donc c'est Paul Biya qui a créé la crise anglophone. Quand Paul Biya n'est pas en Suisse, il est en France. Vous êtes content de ne plus y aller en France parce que la France, vous n'avez aucun intérêt là-bas, mais Paul Biya, lui, il a 2-3 intérêts en France. Il va toujours, il y va goulûment. Donc non, pas du tout. La France est bel et bien présente au Cameroun et jamais de la vie Paul Biya n'a tourné le dos à quoi que ce soit. Les accords de coopération militaire, même Swahili après 1960, n'ont pas installé une base militaire française au Cameroun. Donc non, l'amitié entre Ahidjo et la France est la même que l'amitié entre Paul Biya et la France. Et depuis qu'il a dit qu'il était le meilleur élève de François Mitterrand, il est toujours le meilleur élève d'Emmanuel Macron, à qui il va rendre compte du grand dialogue national. Donc la souveraineté, c'est totalement autre chose. La souveraineté, ce n'est pas ce que nous voyons. La souveraineté, elle est pas seulement militaire pour consolider son pouvoir soi-même, parce que le Cameroun n'est pas fondamentalement attaqué par des puissances extérieures militairement. Le Cameroun ayant proie au terrorisme, et évidemment on a besoin de matériel pour s'en sortir, mais la diversification des partenariats de Paul Biya sur le plan militaire, encore que la France garde l'essentiel de la mainmise sur ce volet-là également, à côté des Israéliens, mais Paul Biya, son volet militaire, c'est pour consolider son pouvoir, et ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille un matin et qui a changé sa façon de s'asseoir. Non, le chien d'autrefois est resté le chien d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur votre analyse. Je vous exhorte à continuer parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin, j'aime beaucoup cette vidéo que vous avez faite sur sa première moitié. Je vous exhorte à en faire une autre dans les jours qui viennent parce que nous n'avons pas le choix. Parce que ces gens-là, autour de Amogo Bellinga, Laurent Esso, Motazé, il y a énormément d'argent qui circule parce qu'ils ne veulent pas
voilà, que justice soit faite. Ils veulent continuer de tuer et être en liberté. Ils ne veulent pas que nous mettions la pression. Ils ne veulent pas que nous les mettions mal à l'aise. Ils veulent continuer à piétiner 25 millions de Camerounais sans avoir de compte à rendre à quiconque. Et c'est un état d'esprit, un état de fait que nous n'acceptons pas. Donc la mort de Martinez est pour nous une sorte de tremplin pour créer ce Cameroun nouveau auquel nous aspirons, parce qu'à partir du moment où une fois un gros poisson sera capturé par la pression populaire, cela fera jurisprudence et à partir de là, plus personne n'osera se lever et se dresser contre le peuple camerounais et estimer que il va rester dans l'impunité. Voilà ce que j'avais à dire dessus. Voilà ce que j'avais à dire sur votre sortie. J'ai été, je ne vais pas dire surpris, mais j'ai quand même constaté avec plaisir que vous pouviez parler du Cameroun avec de manière frontale, de manière ouverte. Et voilà, je considère que lorsque vous dites que mon pays c'est l'Afrique, l'Afrique justement, le Cameroun fait partie de l'Afrique. L'Afrique c'est donc un pays où le Tchad, le Cameroun, le Congo, le Burkina Faso sont ces différentes villes ou ces différentes régions. Donc, parler du Burkina Faso, parler du Mozambique, parler du Zimbabwe, ça implique aussi qu'on parle du Cameroun parce que c'est un pays, l'une des villes, l'un des quartiers justement de cette cité. Même si le côté laudateur, le côté cherchant à polir l'image de Paul Biya, même si ce n'est qu'une parenthèse, ne nous arrangera pas du tout parce que Paul Biya, il n'y a rien à polir dessus. Il n'a aucune circonstance atténuante nulle part et s'il peut au moins avoir la grandeur d'âme de régler le cas Martinez, ça fera qu'on dira il aurait été un président médiocre et nullissime, mais au moins il y a un point positif à retirer. Concernant les offres de l'opposition, d'ailleurs, quand vous parlez de Bakassi, vous dites Monsieur Paul Biya, voilà, après Bakassi, a changé sa façon de percevoir les choses vis-à-vis de la France. Vous avez dit donc en parallèle que l'opposition, vous ne la voyez pas ou que propose-t-elle. Bon, il faut déjà souligner que l'homme qui a conduit le dossier Bakassi est aujourd'hui un membre de l'opposition, le chef de file par ailleurs, et que en matière d'offres politiques, le parti auquel j'appartiens, le MRC, possède justement un vaste programme politique de près de 90 pages que vous pouvez trouver gratuitement en ligne sur Facebook, sur Google, absolument partout, et sur lequel nous sommes d'ailleurs en train de travailler. Aujourd'hui, le 16 février, nous avons une réunion en début de soirée avec une partie du directoire pour justement proposer des améliorations, des ajouts, des ajustements de ce programme-là pour le conformer à la réalité actuelle dont, oui, l'offre politique existe, oui, nous y travaillons et on ne peut pas scander Paul Biya sur l'affaire Bakassi et ne pas redonner à César ce qui lui appartient puisque c'est César qui conduisait les opérations à la Cour internationale de justice et qui avait la compétence juridique justement de régler ça sans la moindre goutte de sang, ce qui lui vaudra en termes de récompense le ministère délégué, le portefeuille de ministre délégué auprès du ministre de la Justice qu'occupe actuellement un bouffon royal, Jean de Dieu Momo. Voilà, qui n'a plus rien à voir avec le charisme et la grandeur de la fonction qu'incarnait donc Maurice Kamto en son temps. Donc oui, l'offre politique, elle existe. Oui, l'opposition a des choses à mettre sur la table. C'est d'ailleurs dans ce cadre, en tant que société civile, que nous nous opposons aussi, pas seulement en tant que parti politique. Mais je m'exprime aussi sur le cas Martinez en tant que moi-même. C'est pour ça que je donne les noms, parce que j'assume de dire que ces assassins sont ceux qu'on a arrêtés. Je ne fais pas dans la langue de bois. Je ne veux pas que d'une façon ou d'une autre ils soient en liberté, que la justice se fasse manipuler ou que des billets de banque circulent. Non. Donc voilà. L'opposition, elle existe, l'opposition, elle a une offre, l'opposition, elle a un projet, et nous encourageons, je ne peux que réitérer mon encouragement à parler davantage de cette histoire, à continuer à mettre la pression, à faire ce qu'on appelle en Allemagne le Gegenpressing. Le Gegenpressing signifie que quand l'adversaire récupère la balle, vous mettez à 3, 4, 5 sur lui pour la récupérer immédiatement, dans un délai de maximum 4 secondes et demie pour l'empêcher de se déployer. C'est pour ça que lorsque les malfrats qui ont assassiné Martinez essayent de fuir, essayent de corrompre la justice, nous sommes en état d'alerte et nous disons empêchons cela.
Voilà ce que j'avais à dire, et comme Nathalie Yamb, j'exhorte ceux qui écoutent cette vidéo à vous abonner à ma nouvelle page, donc Wilfried et Kanga, et à partager cette vidéo si elle vous a plu, pour justement répandre cette analyse qui vient d'être faite. Donc voilà, l'avenir appartient au peuple camerounais, aucunement aux gangs de malfrats qui ont assassiné Martinez Zogo, et surtout pas à Paul Biya. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.